Alors, cours de cinétique chimique. Donc, la cinétique chimique, en fait, c'est l'étude des réactions chimiques selon leur vitesse. La cinétique, c'est l'étude de la vitesse. Donc, en fait, on peut classer des réactions chimiques selon deux critères. Soit on a des réactions lentes, soit on a des réactions rapides. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une réaction lente? C'est une transformation dont l'évolution peut être suivie à l'œil ou avec des appareils de mesure courants qui durent quelques secondes. L'opposition, c'est la réaction rapide qui est quasiment instantanée. Par exemple, si vous regardez l'oxydation des iodures I- avec le peroxyde d'hydrogène, hein, qu'on appelle aussi l'eau oxygénée, H2O2, bah, si on suit cette oxydation-là, qu'est-ce qu'on constate? On a cette teinte très claire au bout d'une minute. Au bout de 2 minutes, on a une teinte plutôt jaune. Et au bout de 3 minutes, une teinte orange. Donc, en fait, on se rend compte qu'on observe une intensification de la coloration brune qui est due à l'apparition des ions I2. Toutes les autres espèces sont incolores. La seule qui est colorée, c'est celle-là. Plus il y en a, plus en fait, ces ions-là, ces molécules-là, pardon, se transforment en espèces plus ou moins marron brun. D'accord? Donc ça, c'est une réaction lente parce qu'elle prend 3-4 minutes. Ensuite, il existe des réactions très très lentes hein, qui peuvent prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours. Par opposition, on a des réactions rapides. Donc, c'est des réactions qui sont quasiment instantanées. Par exemple, si vous versez du permanganate, les ions permanganate sont plutôt roses. Les autres, toutes ces espèces-là sont incolores. Si vous versez le permanganate dans une solution qui contient des ions Fe2+, on voit à l'œil nu, entre guillemets, que les ions Fe2+, grignotent les permanganates et la solution donc rose se transforme en espèce incolore, c'est-à-dire les MnO4- se transforment en Mn2+. Ça, c'est une réaction donc, qui est quasi instantanée. Donc, ce sont des réactions par opposition aux réactions lentes. Maintenant, quels sont les facteurs cinétiques? Les facteurs cinétiques, en fait, ce sont tous les facteurs qui vont influencer la vitesse de la réaction. Alors, le premier facteur cinétique important, c'est la température, bien évidemment. Qu'est-ce que c'est que la température? C'est une grandeur qui rend compte de l'agitation des molécules, si elles vibrent plus ou moins. Une température élevée augmente en général forcément l'agitation et donc la vitesse de réaction. Plus les molécules vont vibrer rapidement et plus elles vont pouvoir se rencontrer et donc réagir et donc former de nouvelles espèces. Donc la température, c'est un des facteurs cinétiques. Ensuite, si on a évidemment par opposition une température faible, eh bien ça diminue le désordre puisqu'il y a moins d'agitation. Et donc de ce fait, les molécules peuvent moins facilement se rencontrer et donc la vitesse de réaction, là encore, elle va être diminuée à contrario. Si on veut stopper une réaction, on fait ce qu'on appelle une trempe. Donc ça, c'est un mot à connaître. Une trempe, c'est quoi? Ça consiste à plonger la solution dans un mélange d'eau et de glace, où on va brutalement la refroidir en étant très proche de zéro. Et là, ça a pour effet de stopper la réaction. Donc c'est ce qu'on peut utiliser dans certains cas quand on veut arrêter une réaction. Alors, un petit exemple, si on place par exemple dans 3 tubes à essai 5 ml d'une solution de liqueur de féline, qui est une solution de coloration bleue, et on met 1 ml de solution de glucose, qui lui est incolore. À 0 degré, on n'a aucune évolution. À 30 degrés, une coloration légèrement orange. Et à 80 degrés, on voit qu'on a carrément un précipité rouge brut qui apparaît. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus la température est élevée, et oui, et plus la vitesse est élevée. Donc ça prouve bien que la température, c'est un facteur cinétique. Autre facteur cinétique qui va donc influencer la vitesse des réactions, c'est la concentration des réactifs. Alors là encore, c'est assez logique. Si on a une concentration faible en réactif, le réactif, c'est par exemple l'espèce A. Son but, qui est mélangé à un solvant, le solvant c'est l'eau ici, hein, représenté par les molécules d'H2O, ce solvant va se balader dans la solution. Pour réagir, on va avoir une équation du type A plus B donne C. Et bien, pour que le réactif A rencontre le réactif B, eh bien, il va avoir, on va dire, peu de rencontres entre A et B s'il y a très peu d'espèces. Si par contre, il y a beaucoup de molécules A et beaucoup de molécules B, eh bien évidemment, elles vont pouvoir facilement se rencontrer et donc facilement se transformer en l'espèce C.
Donc là encore, plus la concentration est élevée, donc plus la concentration est forte, hein, et plus la cinétique est importante. Donc plus la vitesse est élevée. Donc ce qui sous-entend que, bien évidemment, la concentration, c'est un des facteurs cinétiques. Alors il y a d'autres facteurs cinétiques qui existent, notamment l'état physique. Alors l'état physique notamment des réactifs, par exemple, un morceau de cuivre de 1 gramme va réagir moins vite avec de l'acide nitrique qu'un gramme de cuivre en poudre. On comprend bien que si on a du cuivre en poudre, eh bien là encore, l'acide nitrique il va facilement pouvoir s'enrouler autour et réagir avec la totalité de l'espèce, alors que si on a un morceau de cuivre métallique qui est assez gros, eh bien, les atomes en profondeur pourront moins réagir. Donc ça va prendre plus de temps. D'accord ? Donc l'état physique, notamment la surface de contact, plus la surface de contact est grande, et meilleure sera la réaction, et donc plus rapide elle sera. On a aussi certaines réactions qui sont sensibles à la lumière, ce qu'on appelle des réactions photochimiques. Et la quantité de lumière devient alors un facteur cinétique, notamment la photosynthèse, qui, rappelons-le, est absolument vitale hein, pour les plantes, et elles ont besoin de lumière. La nature du solvant aussi est un facteur cinétique. Des fois, certains solvants vont permettre aux espèces de réagir beaucoup plus rapidement, et donc d'avoir finalement un meilleur rendement. D'accord, au niveau de la vitesse de réaction. La catalyse. Alors, de temps en temps, certaines réactions ne peuvent pas réagir facilement. C'est-à-dire que A plus B va se transformer en C, mais ça va peut-être prendre 10 000 ans ou 20 000 ans. Donc, ce qui est problématique, puisque du coup, on ne pourra pas utiliser la réaction. Alors, pour shunter cette étape, on peut rajouter ce qu'on appelle un catalyseur. Alors, cette définition, à la connaître vraiment par cœur. Un catalyseur, c'est une espèce chimique qui va servir d'intermédiaire pour accélérer à la réaction, mais qui n'apparaît pas dans l'équation de la réaction. Donc on n'écrira jamais le catalyseur dans l'équation de la réaction. En revanche, il va être primordial. C'est un petit peu comme un train. Si deux personnes doivent se rencontrer dans une ville très éloignée, si vous les faites aller à pied, eh bien, ça va mettre peut-être 3 à 4 jours, voire plusieurs semaines. Si par contre elles prennent le train, elles vont pouvoir se rencontrer et interagir ensemble rapidement. Eh bien, le train, c'est le catalyseur. C'est-à-dire, c'est la substance qui permet d'aller d'un point A à un point B rapidement, mais pourtant, ce n'est pas ça qui va interagir entre les espèces. D'accord ? Donc, on a 3 sortes de catalyseurs, ce qu'on appelle les catalyseurs homogènes, donc qui sont en une seule phase. Ça veut dire que le réactif et le catalyseur, par exemple, sont tous les deux liquides, ou tous les deux gazeux. La catalyse hétérogène, là, le catalyseur et les réactifs sont dans 2 phases différentes. Pour la catalyse hétérogène. Donc, par exemple, les réactifs sont liquides, mais le catalyseur est un solide. Et enfin, la catalyse enzymatique, là, c'est carrément que le catalyseur est une enzyme. On en a souvent dans le corps humain. Donc, on produit des enzymes qui permettent d'accélérer la réaction. Sinon, les réactions, notamment dans la digestion, ne se feraient pas, hein, ou elles se feraient très, très lentement. Donc, souvent, ces catalyses enzymatiques sont faites à base de protéines dans les êtres vivants. Donc c'est ça qui va permettre de créer ce mode d'action. Alors, quelques remarques concernant les catalyseurs. Donc le catalyseur, comme je le disais, n'apparaît jamais, très important de le surligner, ne jamais écrire un catalyseur dans l'équation globale de réaction, parce qu'en fait, le catalyseur, on l'utilise, puis on le refabrique. Donc tout se passe comme s'il était là au départ, et il retourne à la fin. Ensuite, le catalyseur modifie le mécanisme de la réaction, c'est-à-dire que certes, il va vraiment réagir dans le mécanisme, mais dans le bilan de la réaction, à la fin, quand on détaillera toutes les étapes, le catalyseur n'apparaîtra plus. Donc dans l'équation globale, on ne doit jamais l'écrire. Alors le mécanisme des réactions, le mécanisme cinétique, il peut prendre 5 lignes comme il peut en prendre 300. Donc trouver le mécanisme, c'est tout un métier dans la recherche. C'est assez difficile d'ailleurs. Donc ça dépend, il y a des réactions qui sont très faciles à expliquer et d'autres très complexes. Un catalyseur influe uniquement sur la cinétique de la réaction. Il n'est pas consommé, il se retrouve inaltéré à la fin de la réaction. C'est-à-dire qu'à la fin, vous récupérez votre catalyseur exactement comme au départ. Vous ne l'avez absolument pas altéré. Ça veut dire aussi qu'il suffit souvent d'une très petite quantité de catalyseur, ce qui est bien pour des raisons de coût
éventuellement aussi environnementales, puisqu'ils peuvent être polluants dans certains cas. Mais les catalyseurs, en général, ils sont utilisés vraiment dans de très faibles quantités. En général, un catalyseur catalyse une réaction déterminée. Ça veut dire que pour telle réaction, il y a tel catalyseur. On ne peut pas avoir le même, enfin c'est rarement le même catalyseur qui fonctionne pour 10 réactions différentes. Chaque réaction doit avoir a en général son propre catalyseur. Alors, on dit que ce catalyseur, il est spécifique à la réaction, et pour ça, on n'a qu'une seule méthode, c'est la méthode empirique, c'est-à-dire on essaye, on teste, on fait des expériences, et on regarde si ça fonctionne. C'est très rare, alors après, qu'on arrive vraiment à prévoir l'utilisation du catalyseur en amont. Ou alors, il faut vraiment bien connaître les réactions et dire, tiens, cette réaction, elle ressemble à une autre, et on essaye. Mais c'est vraiment empirique. Alors, la catalyse homogène, on va voir un exemple. Ici, donc, comme on le disait, ça veut dire que les réactifs et les produits sont dans le même état. Alors, c'est vraiment ce qu'on appelle le même état physique, on dit aussi la même phase. Et l'efficacité de ce type de catalyseur est d'autant plus grande que sa concentration est élevée. Bien entendu, plus il y en a, plus c'est efficace. Cependant, une fois la concentration limite atteinte, l'efficacité n'évolue plus. C'est-à-dire qu'il y a toujours une limite à la concentration. À un moment donné, même si on en met plus, ça ne modifie pas la vitesse. Alors, par exemple, ici, on va voir un exemple. Il y a beaucoup d'exemples. Par exemple, cette équation-là, l'oxydation des ions eau dure par les ions peroxydisulfate. C'est une réaction qui est lente et qui peut être catalysée par les ions Fe2+. Donc, si on mélange des ions S2O8-2- qui sont ici présents avec des ions I-, alors là, évidemment, c'est une égalité, un équilibre chimique. Voilà l'équation qui se produit. Le problème, c'est que cette réaction est lente. Donc, difficilement exploitable si, par exemple, on voulait faire un titrage ou quelque chose de vraiment où la vitesse a une importance capitale. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, cette réaction-là, on va la remplacer, on en a une seule qui est lente, on va la remplacer par 2 réactions rapides. Ces 2 réactions, on va les faire successivement. Ce sont 2 réactions rapides qui vont permettre en fait de réaliser la même. Si on regarde le bilan, c'est celui-là. Le bilan de cette réaction et de cette réaction, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, dans un premier temps, si cette équation, je l'appelle A, celle-là, je l'appelle B, là, je fais réagir exactement la même espèce, les S2O8-2-, mais je les fais réagir avec des ions Fe2+. Le Fe2+, va être ici le catalyseur. Qu'est-ce qui se passe? Il se produit cette réaction. Si ici, on fait réagir les I-, qui était le réactif ici, avec des ions Fe3+, là encore, on a dû faire, on va avoir cette réaction. Et si maintenant, on somme ces 2 équations, si on fait la somme, équation A plus équation B, qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, on a S2O8-2- plus 2Fe2+, qui va se transformer en 2SO4-2- plus 2Fe3+. Je la somme avec la réaction B, donc 2I- plus 2Fe3+, qui va se transformer en I2 plus 2Fe2+. Eh bien, si on fait la somme de ces 2 équations, qui, rappelons-le, sont 2 réactions rapides, celle-là, elle est rapide, celle-là, elle est rapide, et bien si on fait la somme, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les 2 Fe2+ se simplifient ici. Pareil pour les 2 Fe3+. Et qu'est-ce qui reste? S2O8-2- plus 2I- qui va se transformer en 2SO4-2- plus I2. Finalement, on retombe exactement sur le même bilan que la réaction lente. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé une réaction qui était très lente, mais directe, par 2 réactions indirectes, mais qui sont par contre rapides. Et qui a joué le rôle du catalyseur? Eh bien, ce sont les ions fer ici, puisqu'ils ont été consommés, utilisés au départ, on les a mis dedans, ils se sont transformés en Fe3+, et ces Fe3+, se sont retransformés en Fe2+. Donc au final, le catalyseur qui est Fe2+, on l'a bien mis, on l'a régénéré, on l'a refabriqué dans la même quantité. Donc c'est bien une espèce qui n'apparaît pas dans le bilan de la réaction, mais qui a permis de l'accélérer, puisqu'on a remplacé une réaction lente par 2 réactions rapides, grâce à un intermédiaire qui jouait le rôle du train, c'était les ions Fe2+.
qu'on a régénéré. Mais vous voyez, dans le mécanisme, il a bien été utilisé et recréé, régénéré. Donc voilà un exemple de catalyseur. Alors pourquoi on parle de catalyse homogène? Parce que c'était que des espèces aqueuses, à la fois le catalyseur et les réactifs. Les SDO8 et I- sont des espèces aqueuses et les Fe2 aussi. Donc on parle de catalyse homogène dans ce cas. Alors maintenant, la catalyse hétérogène. Alors la catalyse hétérogène, comme son nom l'indique, c'est quand les réactifs et le catalyseur sont dans un état physique différent, autrement dit dans une phase différente. Par exemple, là, un exemple, ça, ce sont des mousses qui sont au niveau d'un pot d'échappement de certaines automobiles qui jouent le rôle de catalyseur. Et leur but, évidemment, c'est d'optimiser les réactions de combustion qui se produisent au sein du moteur avec le mélange air-essence afin d'en réduire le dégagement de gaz nocifs. Et alors, c'est simplement un exemple qu'il faut un petit peu comprendre, c'est que les réactifs et le catalyseur ne sont pas dans la même phase. La surface du catalyseur est solide et bien évidemment, les réactifs, ce sont des espèces qui sont dans un autre état, gazeux et liquide. Alors, une petite remarque, la surface du catalyseur en contact avec les réactifs est ce qu'on appelle la surface active. Active, sous-entendu, c'est elle qui va réagir, c'est ça qu'on entend. Et un catalyseur est d'autant plus efficace que la surface active est grande, puisqu'elle va être en contact avec les réactifs. La catalyse enzymatique, là encore, c'est plus pour la culture. Donc, c'est ce qu'on appelle des grosses macromolécules d'origine biologique. Donc, ce sont des enzymes qui sont notamment des protéines constituées par un enchaînement de beaucoup d'acides aminés. Et ces enzymes ont pour but de catalyser le vivant. Et c'est une catalyse homogène puisque à l'intérieur du corps humain, tout est dans le même état, en règle spécifique, en règle générale. Une enzyme est spécifique, puisque c'est un petit peu comme à chaque serrure correspond une même clé. Et donc, chaque enzyme peut caractériser une réaction spéciale. Donc, on a une enzyme qui catalyse une seule réaction physique dans le corps humain. Chacun a son rôle et chacun permet de répartir ça de façon un petit peu équitable pour gagner en vitesse. Maintenant, la partie 4, c'est la partie la plus importante du cours. C'est le suivi temporel d'une réaction chimique. Autrement dit, comment est-ce qu'on suit l'évolution d'une réaction chimique? Alors, on peut la suivre grâce à des titrages. Donc, on va retrouver toutes les notions qu'on a vues en titrage, soit spectrophotométrique, soit conductimétrique. Et ça va nous permettre d'obtenir donc finalement l'avancement des réactions. Alors, première définition, ce qu'on appelle, donc à connaître par cœur, ce qu'on appelle la vitesse volumique de réaction. Alors, si on a une réaction du style AA plus BB qui donne CC plus DD, d'accord, la vitesse de disparition d'un réactif, les réactifs disparaissent, mais les produits, eux, ils vont être formés. Donc, on va distinguer ce qu'on appelle la vitesse de disparition à la vitesse d'apparition ou de formation. Alors, c'est quoi? La vitesse de disparition du réactif A, donc le D veut dire disparition, c'est moins la dérivée de la concentration par rapport au temps. Donc, c'est l'opposé de la dérivée de la concentration. La concentration, elle est en mol par litre. Le temps, il est en secondes. Donc, on va avoir une vitesse en mol par litre par seconde. Attention, on met un signe moins parce que c'est un réactif. Donc, tous les réactifs vont disparaître alors que tous les produits vont apparaître. Et de ce fait, on a choisi comme convention de mettre un signe plus pour les produits parce qu'ils apparaissent et un signe moins pour les réactifs parce qu'ils disparaissent. Donc, attention, la vitesse, elle est toujours positive, mais les dérivées peuvent être négatives. Si la dérivée est négative parce que ça disparaît, moins et moins, ça fera bien plus, donc la vitesse sera bien positive. La dérivée de la concentration d'un produit, elle sera positive, donc plus et plus, c'est bien positif. Donc dans tous les cas, la vitesse est positive, mais ce sont les dérivées qui peuvent être négatives, d'où le signe moins. Comment on trouve graphiquement une vitesse? Eh bien, à une certaine date t, là aussi, il faut bien le comprendre et l'apprendre par cœur, la vitesse volumique d'apparition-disparition, c'est le coefficient directeur de la tangente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Admettons que dans la réaction qu'on avait ici, cette réaction, on a S2O8 2- plus 2I-,
qui se transforme en 2SO4 plus I2. I2, on voit que c'est un produit. Si c'est un produit, ça veut dire qu'il apparaît. Qu'est-ce qu'on constate sur la vitesse? Eh bien, la vitesse du produit, elle augmente. C'est normal puisque petit à petit, les deux réactifs réagissent ensemble pour se transformer en produit. Donc, il y a plus en plus, au fur et à mesure que la réaction se fait, il y a de plus en plus de produits. Donc, la vitesse, au départ, elle augmente assez rapidement. On le comprend aussi parce qu'au début, il y a beaucoup de réactifs, donc ils peuvent rapidement se rencontrer pour réagir ensemble et former le produit. Et au fur et à mesure que le temps passe, il y a de moins en moins de réactifs. S'il y a de moins en moins de réactifs, ils ne peuvent pas trop se rencontrer. Et donc, la vitesse, elle diminue. Et elle finit par stagner, valoir une constante. Si on trace la tangente en chacun de ces points, qui correspond donc à la vitesse en chacun des points, qu'est-ce qu'on constate? Que la pente noire, elle est plus importante que la pente rouge, et encore plus importante que celle-là qui est parfaitement horizontale. Donc, on voit bien que la vitesse, ici, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle augmente. Donc, pour calculer la vitesse, il suffit qu'on fasse le coefficient directeur. Et pour avoir... oui, la vitesse ici, elle diminue. Pardon, j'ai dit augmente. Oui, la vitesse diminue, on est d'accord. D'accord? La vitesse diminue puisque la concentration des réactifs diminue. La vitesse, c'est donc le coefficient directeur. Comment on fait pour avoir le coefficient directeur? On choisit deux points, par exemple ce point-là, point A, point B. Si je veux la vitesse initiale ici, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je fais YB moins YA sur XB moins XA. Donc, il suffit de choisir deux points de n'importe quelle tangente et on calcule le coefficient directeur qui est la vitesse au point d'abscisse considéré. De la même façon, regardez la vitesse d'un des réactifs. Qu'est-ce qu'elle fait la vitesse d'un des réactifs? Elle diminue au cours du temps. On le voit encore en traçant les tangentes. Et si on veut, pareil, on choisit deux points, par exemple celui-là et celui-là, un point A, un point B. Et avec la même formule, on calcule coefficient directeur. Ici, on le voit négatif, mais comme c'est un réactif, il y a un signe moins. Moins et moins, ça fera bien plus. Donc, on aura bien une vitesse positive. Un exemple concret sur celui-là. Donc, ici, deux tangentes qui ont été tracées. I2, c'est donc un produit. Et ici, on va calculer la pente de la courbe. Donc, on choisit deux points, un point P et un point R. Et on calcule simplement le coefficient directeur de ce point. Alors, c'est ce qui a été fait ici. On a bien calculé YB moins YA sur XB moins XA. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, donc la première tangente, c'est la droite orange. La deuxième tangente, c'est la droite violette. On voit bien, quand on calcule le coefficient directeur, que la droite orange, on arrive à une vitesse qui vaut 8,310-5, alors que là, on est à 2,10-5. On voit bien qu'on a une vitesse qui diminue dans le temps, puisque la pente de la tangente diminue. Ce qui est assez logique, puisqu'au départ, comme on l'avait dit, il y a beaucoup de réactifs, donc vitesse élevée, et au fur et à mesure, il y a de moins en moins de réactifs, donc vitesse plus faible, jusqu'à être totalement nulle. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle le temps de demi-réaction? Alors, le temps de demi-réaction, là encore, c'est à savoir. Quand on a une transformation totale, eh bien, le temps de demi-réaction, c'est la durée nécessaire pour consommer la moitié de la quantité de matière du réactif initialement présent qui était le réactif limitant. En gros, c'est la concentration de départ du réactif limitant divisé par 2 et on regarde quel temps ça a pris pour arriver à ça, tout bêtement. Donc en fait, on va résoudre x de t égale xf sur 2, où xf, c'est la concentration finale du réactif limitant, quand est-ce qu'elle est divisée par 2. Et ça, c'est très important. On considère que l'état final, il est atteint au bout de 6 à 7 fois le temps de demi-réaction. Alors, dans certains énoncés, c'est seulement 5 fois, mais si on considère le temps de demi-réaction fois 6, 7, on considère que là, la réaction, on a atteint l'état final, et autrement dit, le système n'évolue plus, ça s'est arrêté, quoi. Tout simplement. La réaction chimique s'est arrêtée. Alors ici, si on regarde un petit peu toujours comment on le trouve. Donc là, on a ici un produit. Ici, on a un réactif. Donc la concentration des produits augmente. La concentration des réactifs diminue. Comment on fait pour trouver donc le temps de demi-réaction? Eh bien, on fait la concentration
ici qui est en I2 maxi, et on le divise par 2, et on regarde à quel temps ça correspond. Donc ça, vraiment, ça se fait dans ce sens-là. Hein. Ça se lit comme ça, et on est bien à 50. La moitié de 50, c'est 25. Et il nous faut de construire l'asymptote et de lire la valeur du temps de demi-réaction, ici à peu près 8 minutes. Si on a au contraire ici un réactif, donc qui disparaît au fur et à mesure du temps, eh bien on fait la concentration initiale du réactif qui est cette valeur, on la divise par 2, donc là on a A0 sur 2, hein. Si là on a la concentration de A0 au temps initial, on la divise par 2, et pareil sur la courbe, on lit la valeur du temps caractéristique T1,5, d'accord, qui est le temps de demi-réaction. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on appelle une loi de vitesse d'ordre 1? Eh bien, si on a une équation du type AA donne BB plus C, donne B plus C tout simplement, eh bien, on peut montrer que la vitesse est proportionnelle à la concentration du réactif. Or, qu'est-ce qu'on avait dit? Si on a une vitesse qui est proportionnelle à la concentration du réactif, qui dépend du temps, mais par définition, la vitesse, c'est moins la dérivée de la concentration par rapport au temps. Eh bien, si on égalise, comme la vitesse est proportionnelle à la concentration du réactif, et la vitesse par définition, ça c'est la définition, est égale à moins la dérivée de la concentration, ça veut dire qu'on a cette égalité. Autrement dit, moins la dérivée de la concentration de A par rapport au temps est égale à K fois la concentration de A par rapport au temps. Eh bien ça, c'est une équation différentielle, parce que c'est une équation qui lie une fonction, qui s'appelle la concentration, à sa dérivée. Eh bien, ça s'appelle une équation différentielle. La voilà, c'est toujours la même. Hein. Quand on a une réaction d'ordre 1, alors pourquoi on dit d'ordre 1? Parce qu'en fait, la vitesse est directement proportionnelle à la concentration coefficient 1. Il existe des lois d'ordre 2 où la concentration est au carré, des lois d'ordre 3 où ce serait au cube. En terminale, on voit seulement les lois d'ordre 1, donc uniquement proportionnelles. Et ça s'appelle donc une équation différentielle parce qu'elle lie une fonction, qui est la fonction concentration du réactif, avec sa dérivée, la dérivée par rapport au temps. Alors, cette équadif, on peut la résoudre, et la solution d'une telle équadif, on vous la donne ici, c'est une constante qu'on appelle A0, concentration de départ, c'est une constante, fois exponentielle de moins kt. Donc ça, il va falloir prouver, donc on va le faire ici, montrons que cette solution, donc que A de t égale A0 exponentielle moins kt est solution de l'équadif. Donc de l'équation différentielle. Donc l'idée est assez simple. Quand en maths, on a une équation du type 2x égale 0, bah, c'est assez simple. Si on remplace x par 0, il suffit de vérifier que 2 fois 0, c'est bien égal à 0. Bah là, on va faire exactement le même processus. On va injecter dans l'équation différentielle la solution et montrer qu'on a bien égal à 0. Donc, comment on fait? Déjà, petit rappel de première en maths sur la dérivée de l'exponentielle. Quand on a une fonction du style exponentielle u de x, sa dérivée, c'est u' exponentielle u de x. Donc ça, c'est le petit rappel de maths. Donc maintenant, ce n'est pas très très difficile. On calcule la dérivée de a par rapport au temps. C'est la dérivée de quoi? Bah, a, c'est a0, exponentielle moins kt. A0, c'est une constante. On peut donc la sortir de la dérivée, puisque c'est n'importe quelle constante. Hein, c'est comme si c'était 4. Et la dérivée d'exponentielle, eh bien, c'est moins u'. La dérivée d'exponentielle moins k, ça fait moins k. Exponentielle moins kt.
Le moins, on le met juste devant, ça fait moins A0, K, exponentielle moins KT. On peut donc maintenant facilement calculer ce qu'on avait dans l'équation différentielle. L'équation différentielle, c'était ça. On remplace donc la dérivée par tout ça. Ça fait moins A0K exponentielle moins KT. Ce cas-là, je le laisse. Et A de T, je le remplace par A0 exponentielle moins KT. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, que ce terme-là, c'est exactement l'opposé de ce terme-là. Ça fait donc 0. On a donc bien prouvé que A de T qui valait A0, pardon, exponentielle moins KT est solution de l'équadif. Puisqu'on a injecté cette solution et on a bien montré que ça faisait 0. Démonstration à connaître qui est souvent demandée dans les sujets. Donc il faut connaître cette petite démonstration et c'est toujours la même et elle se fait toujours que d'une façon. Ensuite, il faut qu'on vérifie que justement on puisse avoir une vitesse de disparition d'un réactif qui soit une réaction d'ordre 1. Autrement dit, il faut qu'on vérifie si la vitesse est proportionnelle à la concentration pour un certain type de réaction. Alors pour ça, il faut savoir, il y a 3 méthodes pour le faire. Et en fonction de l'énoncé, on choisit la méthode la plus appropriée. Il y en a des plus ou moins faciles. Il y a 3 méthodes qu'on va voir. Donc ce sont 3 méthodes. La première, c'est de vérifier que A de t est modélisable par une fonction exponentielle. Puisqu'on vient de dire que A, c'est une exponentielle, si on peut la modéliser, autrement dit, passer une exponentielle qui passe par tous les points expérimentaux, ça veut bien dire que la solution elle est bien du style exponentielle, et donc on a bien l'équation différentielle, et donc que la vitesse est bien proportionnelle à la concentration d'un des réactifs, puisque c'était l'hypothèse de départ. Donc, première méthode, c'est on vérifie que l'évolution de la concentration du temps est modélisable par une fonction exponentielle. Par exemple, si on trace, donc A est égal à A0 exponentielle de moins kt, c'est bien l'équation qui est là. Si c'est une exponentielle, c'est vérifié. Donc on a une allure exponentielle décroissante. Donc il suffit simplement de vérifier cette partie-là. On a bien une modélisation de type exponentiel. Autre méthode, c'est de vérifier qu'on a une fonction affine. Donc on va faire une justification pour montrer ça. Donc en général, les méthodes privilégiées au bac, c'est celle-là ou celle-là. Ça, c'est plus rare. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire, on vous donne le graphe et c'est tout. Là, par contre, il faut prouver les choses. Donc allons-y pour la deuxième méthode. En fait, on trace ln de la concentration en fonction du temps et on montre que c'est une droite décroissante. Si tel est le cas, c'est qu'on a bien vérifié qu'on a une loi d'ordre 1 à justifier. Donc on va faire une justification, peut-être sur une feuille à part, parce que ça prend un peu de place. Et l'autre méthode, c'est tout simplement, on trace V en fonction de la concentration d'un des réactifs, par exemple A. Et si on a une fonction linéaire, alors on a une droite d'ordre 1. Alors pourquoi? Eh bien, comme on l'a dit tout à l'heure, la dérivée de A par rapport au temps, c'était l'équation, c'est moins KA. Or, ça, c'est la vitesse. C'est moins KA fois la concentration. Et c'est donc bien une constante fois A.
c'est bien une équation du type y égale ax. Donc, si on a une équation du type y égale ax, alors on a bien une hypothèse de départ de loi d'ordre 1. Donc ça, c'est assez facile à démontrer. Si on trace la vitesse en fonction du temps et que c'est une droite qui passe par l'origine, on a une loi d'ordre 1. Terminé. Ça, maintenant, c'est un peu plus délicat. Donc, on va faire la justification. Alors, donc on va justifier ça ici. Donc, si on repart de la définition A, c'est A0 exponentielle moins kt. Si on passe le A0 de l'autre côté, ça fait A sur A0. Rappelons que A0, c'est la concentration de départ, hein, c'est une constante. C'est égal à exponentielle moins kt. Si on applique la fonction ln de part et d'autre, qui est le logarithme dépérien, ça fait ln de A sur A0 égale ln de exponentielle moins kt. Ln de exponentielle, ça fait tomber l'exponentielle. Ça fait juste moins kt. Ça fait donc ln de h sur A0. Et bien, si on a les deux, il faut savoir que la fonction ln, elle est distributive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ln de A sur B, c'est égal à ln de A moins ln de B. Donc ici, je peux distribuer le ln. Ça fait ln de A moins ln de A0 égale moins kt. Et donc, si j'isole ln de A, ça fait ln de A égale moins kt plus ln de A0. Oui, mais A0, c'était une constante. Et donc, ln de A0, c'est aussi une constante. Ce qui signifie qu'on a bien une équation du type y égale AT plus B. Avec le A qui est un coefficient directeur négatif. Donc, si je trace ln de A en fonction du temps, j'ai bien une droite qui va être décroissante, qui a un coefficient directeur qui vaut moins k, et une ordonnée à l'origine ici qui vaut ln de A0. On a bien ce qu'on appelle une fonction affine. Il nous reste un dernier point à montrer. C'est trouver le temps de demi-réaction. Donc la suite du cours n'est pas au programme de l'écrit, donc on ne la traitera pas. Par contre, il faut rajouter une petite partie sur une feuille à part. Donc la place, ça n'a pas été prévu, mais il faut la rajouter. C'est de montrer, donc ça c'est une démonstration classique, que le temps de demi-réaction, il vaut ln de 2 sur k. Démonstration à connaître. Alors, qu'est-ce que c'est que le temps de demi-réaction? Ben, quand on a la concentration d'un des réactifs, donc la concentration des réactifs disparaît, à T égale T1,5, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, qu'est-ce qu'on a? Par définition, on a que la concentration A de T1,5, elle vaut la moitié de la concentration de départ, autrement dit A0 sur 2. Mais ça, on a dit que c'était quoi? On a dit que c'était A0 exponentielle moins k T1,5. Je remplace simplement le T par T1,5. Et ça vaut A0 sur 2. Qu'est-ce qu'on constate? Que les A0 sont de part et d'autre. On peut donc les simplifier. Ça fait donc exponentielle de moins kt1,5 égale 1,5. Pour faire tomber une exponentielle, on n'a pas le choix. Il faut appliquer la fonction logarithme népérien. On applique donc ln. ln d'exponentielle moins kt1,5 égale ln de 1,5.
ln de l'exponentielle, ça fait moins 4t1,5. Et ln, c'est distributif, ça fait ln de 1 moins ln de 2. Mais ln de 1 fait 0. Et il nous reste donc t1,5 égale ln de 2 sur k. Démonstration classique qu'il faut absolument maîtriser. Oui. Et voilà, il n'y a pas plus à savoir en cinétique. Mais ces démonstrations, il faut les connaître. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça.